Mesdames et messieurs, chers amis, le NSI Park Hotel, par la voix de son directeur, Vicky Tané, vous souhaite la bienvenue pour cet énième lancement de livre, qui est une opération qui n'est pas terminée encore pour cette année. Je crois qu'il y a encore 3 ou 4 lancements jusqu'au 17 décembre à peu près. On n'a jamais vu autant d'écrivains écrire et lancer leurs livres depuis surtout le confinement. Il semblerait que le confinement ait inspiré beaucoup d'écrivains cette année, et tant mieux pour nous, ce qui nous permet une fois, 2 fois, 3 fois même par mois, de se retrouver parmi les amoureux de la lecture, les amoureux du livre. C'est d'autant plus un plaisir pour moi aujourd'hui de procéder au lancement de Rémi Ollier, Le Combattant, un récit historique signé Lindsay Pointu, qui est à son 2e ouvrage à l'âge de 75 ans. Entre parenthèses, il a célébré son anniversaire mercredi dernier. Après Thomas d'Aquin, jamais je me serais hasardé à m'attaquer à un personnage aussi complexe que Thomas d'Aquin. Lindsay l'a fait, et c'est tout à son honneur d'avoir mis Thomas d'Aquin au goût du jour et d'avoir encouragé, surtout la jeune génération comme moi, d'avoir accès. Je ne comprends pas pourquoi vous riez là. Jean-François et Jean-Luc, tenez-vous bien, d'avoir accès à ce personnage. Aujourd'hui, Rémi Ollier, Le Combattant. C'est un double plaisir, d'abord parce que Lindsay, pour ceux qui ne le savent pas, est un ami d'enfance avec Sylvain Attou, qui est en première rangée. Nous avons fréquenté la même école primaire, à l'école de la Montagne, et puis nos routes se sont séparées à un certain moment, et nous nous sommes retrouvés bien plus tard. Alors dans ce groupe-là, il y avait Kishore Desha, qui n'a pas pu être présent ce soir, étant malade. Il y avait James Bertie David, qui hélas nous a quittés prématurément, et heureusement son fils est venu combler un peu cette lacune émotionnelle, parce que son père nous avait laissé un peu orphelins de cette amitié-là, et j'en lui en sais gré d'être là aujourd'hui. Donc Rémi Ollier, donc pour nous, ça a été extraordinaire parce que on habitait le Ward 4 et régulièrement on allait manger des mines frites ou un riz frit dans le quartier chinois, et je me souviens très bien, c'était 1,25 € un riz frit à l'époque. C'est incroyable. C'est vous dire quel âge nous avons aujourd'hui. Et on marchait, pour revenir à la maison, on marchait de Chinatown pour venir à la rue Brabant. Tout le monde venait me déposer, m'accompagner, parce que j'habitais plus loin la rue Brabant. Et puis Bertie allait quitter Lindsay à la rue Monseigneur-Line avant de rentrer à la rue Mère-Barthélemy, où la famille David habitait à l'angle Mère-Barthélemy-Ternay. Donc on passait régulièrement devant le bus de Rémi Ollier sans savoir qui était ce bonhomme-là. On s'en foutait de toute manière, on ne connaissait pas. On apprenait plus l'histoire de l'Angleterre, de France, que l'histoire de Maurice. Et je crois que cette situation n'a pas changé, parce que quand on parle à la jeune génération de Rémi Ollier, ils savent qu'il y a une rue de Rémi Ollier à Port-Louis, une rue Rémi Ollier à Quatre-Bornes, une rue Rémi Ollier à Vacquois, et ça vous étonnera pas de savoir qu'il n'y a aucune rue Rémi Ollier à Curepipe.
Ceci expliquant cela. Donc, on passait devant ce buste de Rémi Ollier, même sans s'arrêter, parce que bon, on ne s'intéressait pas à ça, on ne connaissait pas ce monsieur-là. C'est bien plus tard que, quand j'ai commencé à fréquenter Rivers Kenneth, Emmanuel Juste, dans le Prosper, c'est pour vous dire l'âge que j'ai aussi, ils m'ont parlé du cercle Rémi Ollier, etc. Et qu'on a commencé à parler de Rémi Ollier. Et Jean-Georges m'avait passé son livre, d'autres personnes aussi me conseillant de prendre contact avec, de commencer à apprendre sur Rémi Ollier. Donc j'ai été heureux d'apprendre que Lindsay s'était attelé à l'écriture de la biographie de Rémi Ollier. Et c'est très bien ainsi pour mettre ce personnage à la portée de tous. Vous constaterez, par exemple, à la fin du livre, il y a la bibliographie. Je n'ai jamais vu pour une bibliographie aussi anémique. Pour la bonne et simple raison que pas beaucoup de personnes ont écrit sur Rémi Ollier. Donc, la prochaine publication sur Rémi Ollier, ils devront ajouter Lindsay Pointu, Rémi Ollier, le combattant, ça nous fera une riche bibliographie. Cela dit, nous devions célébrer le lancement du livre le 6 octobre dernier, c'est-à-dire le jour de la naissance de Rémi Ollier, mais pour des raisons d'imprimerie, cela n'a pu se faire malheureusement. Et nous avions voulu aussi, Alain avait insisté par exemple, pour que ce lancement coïncide avec l'anniversaire de l'auteur. Ça n'a pas été possible. Mais par pudeur, nous avons préféré ne pas mettre l'accent sur l'auteur, mais le sujet qu'il a traité. Alors, que dire de Rémi Ollier? Je ne vais pas déflorer le sujet, parce qu'Yvan Martial, qu'on a invité, parce qu'il est un spécialiste, comme vous le savez, de tout. Et journaliste pendant de nombreuses années, il va nous situer le contexte socio-historique dans lequel Rémi Ollier a travaillé. Ok? Gillian Geneviève, enseignant d'une matière business, je crois, au St. Mary's, mais poète, pas à 16 heures, poète à plein temps. Il a été lauréat du prix, d'un grand prix de poésie, et il aide les jeunes aussi à écrire. Alors, Gillian, moi j'ai insisté pour que Gillian vienne nous parler de Rémi Ollier pour la bonne et simple raison que je voulais avoir un regard jeune sur l'œuvre de Rémi Ollier, sur le parcours, l'action de Rémi Ollier. Donc, il s'est trouvé que Lindsay s'est beaucoup inspiré de A.F. Fauquier pour son livre A Biographical Sketch of the Life and Work and Character of Rémi Ollier, 1917. Or, si je ne m'abuse, je ne vais pas m'avancer, Julien est le petit-fils de mon arrière-grand-père. C'est une belle coïncidence, je trouve, non? C'est extraordinaire, alors que rien ne disait, ne n'indiquait que on allait tomber sur l'arrière-petit-fils donc de M. Fauquier qui s'est intéressé à Rémi Ollier depuis de nombreuses années. Voilà pour l'essentiel. Donc, pour le parcours de Rémi Ollier, comment ne pas être admiratif de ce parcours? Parce que Rémi Ollier est né en 1816, le 6 octobre, il est mort en 1845, à l'âge de 29 ans. C'est incroyable. Il meurt à l'âge de 29 ans, Lindsay va en parler, et il a pris, sauf qu'un type, il y a des choses qui arrivent à certaines gens, c'est-à-dire qu'il ne réussit rien en affaires. Il est incapable de gagner sa vie, d'avoir un salaire. Donc, pendant des années et des années, il trime les petits métiers, etc., bourrelier. Il fait tout. Et tout ce qu'il entreprend, il ouvre des écoles, ça fait faillite. Il est incapable de continuer. Il ouvre un magasin dans le Chinatown d'aujourd'hui, qui est la rue des Limites, à l'époque. Ces magasins font faillite. Donc, il vit très, très mal tout ça, sauf que il s'inspire de Jean Lebrun, quand Jean Lebrun arrive, et fait de l'éducation
le fer de lance de son action avec Jean Lebrun. Et il se trouve aussi que le père Laval a été le parrain du fils de Rémy Ollier. C'est dire, c'est un cocktail explosif. Jean Lebrun, père Laval et Rémy Ollier pour l'action qu'il a menée. Alors, rapidement, qu'est-ce qu'il a fait Rémy Ollier pour mériter un buste, pour mériter une biographie aujourd'hui? Il a tout fait. Il s'est battu pour les gens de couleur d'abord, mais pas que. Il a toujours pris position parce qu'il croyait dans les valeurs de l'égalité. Il s'est battu pour l'installation des municipalités. Il s'est battu pour la création, pour l'abolition de la peine de mort. Il s'est battu contre les nominations sélectives à l'époque dans les instances de décision. Donc il a mené un combat extraordinaire et ce n'est pas étonnant qu'il meure à l'âge de 29 ans et ce, dans des conditions tout à fait, certains appelleraient ça mystérieuses et troubles. Alors il y a une école de pensée qui dit qu'il aurait été empoisonné, mais il y a deux médecins à l'époque très crédibles qui sont arrivés à la conclusion que la mort était, en fin de compte, naturelle. Allez savoir les médecins légistes, vous savez comment ça se passe. On peut maquiller un assassinat en suicide et confirmer le suicide par le médecin. On a déjà vu ça, ça c'est de la connerie. Et aussi, sauf que le médecin en question qui avait pratiqué l'autopsie était d'une honnêteté irréprochable. Et ça, je mets ma main au feu parce que c'était le docteur Salès. Ah. C'était un colon à l'époque. Hein, c'est les Salès qui étaient venus sur le pont du navire pendant que les autres Salès étaient dans la cale, ramant bien évidemment pour arriver au pont. Voilà pour l'essentiel de Rémy Ollier. Donc, il meurt à 29 ans et laissant autant de réalisations. On ne peut qu'être admiratif. Et moi, je ne peux que souhaiter que ce livre, Alain, trouve sa voie dans les écoles un peu partout. Soit mise à la disposition. Il y a 2 députés dans la salle aujourd'hui. Dire qu'il faut apprendre ce genre de trucs, voilà pour l'essentiel. Sans plus tarder, on passe la parole à Yvan pour qu'il nous situe un peu le contexte dans lequel Rémy Ollier a vécu. Et on s'est convenu avec Yvan à la 15e minute. Vous faites un walk-out s'il continue. Parce que moi, je n'ai pas la manie de foutre tout le monde dehors, hein, comme le speaker d'ailleurs. Je taquine le député Donu qui est avec nous et le député Fabrice aussi, qui sont là. Yvan, on applaudit Yvan. Oui, Finlay, ça sera un mauvais quart d'heure à passer. Mais nous le passons ensemble. Alors, le contexte. Nous sommes en 1816. C'est bien ça? Oui. 1816, c'est quoi? C'est 6 ans après la prise de l'île par les Anglais. La majorité de la population qu'on dit libre sont encore des anciens colons français, avec tout ce que cela veut dire. Ils ont connu l'ancien régime monarchique, ils ont connu la Révolution française, et après le régime dictatorial napoléonien, et ensuite la férule de la PFI d'Albion. Ils en sont là. Ça fait beaucoup pour une génération. Le roi absolu, quoique Louis XVI n'est que l'ombre de son arrière-grand-père Louis XIV, mais enfin, c'est lui qui a perdu la tête, comme vous le savez. Hein? Et il a payé pour les autres. Steinbeck n'a rien inventé. Ensuite, il y a eu la période révolutionnaire française.
c'est peut-être une période la plus intéressante de l'histoire de Maurice, c'est qu'à ma connaissance, seul Raymond Duniinville a pris la peine de l'étudier, d'en parler, parce que nous sommes placés dans une situation extraordinaire. Auparavant, on recevait les consignes de Paris, avec tout ce que cela supposait comme inconvénient. Et à ce sujet, je voudrais rappeler la fameuse réplique de Mahé de la Bourdonnais. Il est retourné à Paris, il est menacé d'embastillement. Il y a une commission d'enquête sur sa gestion à l'Île-de-France. Et on lui pose la question cruciale, expliquez-nous comment, sous votre mandat, les affaires de la Compagnie des Indes ont périclité, tandis que les vôtres ont prospéré. Et il y a cette magnifique réponse de Mahé de la Bourdonnais, c'est parce que j'ai géré les affaires de la Compagnie des Indes selon vos instructions et les miennes selon mes lumières. Alors, il faut savoir que pour demander une autorisation de Port-Louis à Paris, il fallait 6 mois de voilier. Le temps d'examiner la requête et de prendre une décision, encore 2 ans. La réponse revenait à Port-Louis si le bateau n'avait pas fait naufrage, et c'est 5 ans ou 6 ans après qu'on pouvait savoir si on avait le feu vert ou pas. Quand arrive la Révolution française, Paris ne répond plus. Port-Louis appelle, Paris ne répond plus. Et finalement, les Mauriciens, enfin les Français de l'époque, décident de gérer eux-mêmes les affaires de la colonie. Et c'est la première forme de gouvernement responsable et autonome à Maurice. Période donc très intéressante. Et aussi à La Réunion, l'ancêtre à Jean-Claude va être le premier maire de Saint-Denis, si je ne me trompe pas. C'est vous dire comment ils étaient en avance sur notre époque à ce moment-là. Ensuite, il y a le Napoléon qui supprime tous les avantages démocratiques et libertataires accordés par la Révolution française. C'est le Code Napoléon avec renforcement du droit de propriété, retour à l'esclavage qui avait été un peu mis en ballottage à l'époque révolutionnaire. Enfin, c'est le tour de vis napoléonien. Les Anglais arrivent, bien sûr, prennent l'île sous une fausse promesse. Bon, qu'ils vont restaurer la monarchie, qu'ils vont rétablir les libertés. Bon, les colons français se rendent compte que c'est Londres qui va décider, et le gouverneur et la poignée de hauts fonctionnaires anglais, ils vont mettre à exécution ce que Londres décide, bien ou mal, mais surtout pour les intérêts de la couronne anglaise, parce que les Anglais ont toujours été des boutiquiers. Margaret Thatcher en est le prototype. Et voilà notre Rémi Ollier qui naît dans ce contexte. En plus de toutes ces difficultés, ces changements, ces incertitudes, il est né d'un père français, d'une mère esclave, africaine, et il est déjà marginalisé. Pas plus que d'autres, mais enfin quand même, les portes vont se fermer devant lui, et il aura toujours à se battre pour retrouver sa place dans cette île Maurice naissante. Finet, tout à l'heure, vous a parlé de beaucoup d'initiatives malheureuses de Rémi Ollier. Ça se comprend un peu dans le contexte. Ce n'est pas une période où l'île Maurice est très prospère. Tout se met en place. Il y a eu un terrible incendie en 1816 qui a rasé pratiquement le Port-Louis maritime. Et donc, tout est un peu à refaire. L'industrie sucrière ne va retrouver de ses couleurs après que Farquhar, vers 1825, va obtenir pour le sucre mauricien
les avantages fiscaux et douaniers accordés au sucre des Antilles, et ce qui a été un très long combat, ce qui nous permet de considérer Farquhar comme un des bienfaiteurs de l'île Maurice. Donc cette prospérité va se manifester surtout après 1850 pour d'autres raisons, mais en 1825-1830, c'est pas encore la grande richesse. Et ensuite, il y a cette incertitude, il y a tout un lobby anti-esclavagiste qui est très fort en Angleterre, qui a donc des correspondants à Maurice, et c'est surtout les Antilles anglaises qui veulent que Maurice perde un petit peu de son influence parce que on pressent que le sucre mauricien va être un peu un danger pour le sucre des Antilles, et donc on va utiliser un peu Maurice comme projet pilote de libération des esclaves. Vous connaissez les détails. D'abord, on veut d'une libération sans indemnité aux propriétaires d'esclaves. Adrien d'Épinay va se rendre à Londres. Il va défendre la cause des Mauriciens qui ont investi dans l'achat d'esclaves et qui voudraient quand même récupérer leur capital, ne serait-ce que pour continuer le travail sur les plantations. Ils vont recevoir cette fameuse indemnité de 2 millions de livres sterling, sur lequel on écrit beaucoup aujourd'hui sans trop savoir sur qu'est-ce que c'est exactement. Bon, Rémi Ollier vivote dans tout ce monde-là avec parfois des facilités, parfois des difficultés, quand survient un événement extraordinaire. On présente souvent Rémi Ollier comme le défenseur de l'homme de couleur. Je préfère avoir une vue plus positive, plus large. C'est un défenseur des droits humains, quelle que soit de la couleur, de la race. Mais quand on s'attaque à quelqu'un de votre communauté pour des raisons aussi viles que la couleur de sa peau, vous devenez un peu raciste par la force des choses. L'incident dont il est question, c'est une pièce d'Alexandre Dumas au théâtre de Port-Louis. J'ai oublié le titre de la pièce. Anthony, merci. Et il y a les journaux que Adrien d'Épinay nous a fait avoir la permission de faire paraître des journaux sans censure. Il y a le CNR, il y a le Mauricien, et ces deux journaux critiquent la pièce Anthony pour la seule raison qu'Alexandre Dumas est un écrivain nègre, fils de nègre, un peu comme Rémi Ollier. C'est tout. On ne met pas en question ses qualités littéraires, de dramaturge, mais il n'est pas un blanc, ça suffit pour qu'on le descende. Rémi Ollier se fend d'une réponse pour défendre Alexandre Dumas, et les deux journaux refusent de pratiquer la liberté de la presse et refusent de publier la réponse de Rémi Ollier. Rémi Ollier décide alors de créer son propre journal, La Sentinelle. Ça, c'est un trait de génie. Ça n'a pas été facile, mais il l'a fait. Il a relevé le défi. La Sentinelle, malheureusement, c'est très difficile d'avoir accès à cette collection de journaux, encore que, à ma connaissance, la collection de La Sentinelle doit exister sur microfiche ou microfilm, peut-être même déjà sur l'informatisé dans les grandes bibliothèques américaines surtout. Donc, c'est un peu de notre faute si nous ne connaissons pas aussi bien ce journal, parce que pendant les quelques années, comme Finlay l'a rapporté, c'est 28 ans, 29 ans, c'est très jeune pour un journaliste, et d'avoir cette telle maturité.
Non seulement il a vengé l'honneur de Alexandre Dumas, mais il en a fait de la Sentinelle un journal de combat pour défendre les droits humains, défendre le droit de chacun de vivre sa vocation, d'occuper sa place dans la société, de revendiquer sa place au soleil et d'être pris en considération sans être jugé au départ pour des raisons aussi viles que la couleur de sa peau. Ça, c'est Rémi Ollier, c'est le contexte, une vie très brève, mais il a eu droit à des funérailles populaires. C'est une foule considérable, peut-être du jamais vu, sinon à l'occasion des funérailles de Malartic, quelques 20 ans ou 30 ans auparavant, mais c'est pratiquement toute l'île Maurice qui compte, qui est présent aux funérailles. On va se battre pour revendiquer l'honneur de porter son cercueil, etc. Enfin, ça va être quelque chose de grandiose. Ce qui fait que cette nation mauricienne, qui est naissante, hein, je dis souvent, c'est lors de cette assemblée coloniale que nous commençons à devenir mauriciens. Pour qui étudie l'histoire de Maurice, vous apercevrez que le XVIIIe siècle, le siècle de la Bourdonnais, le siècle de Pierre Poivre, le siècle de Bernardin de Saint-Pierre, c'est l'histoire de Français vivant à Maurice. Nous commençons à devenir mauriciens pendant cette période révolutionnaire et ensuite, nous allons être mauriciens un peu par opposition aux Anglais. C'est cette domination colonialiste qui va nous aider à prendre conscience de notre identité mauricienne. Et là, nous le devons en grande partie à deux hommes qu'il ne faut pas dissocier, quoique on peut les présenter comme des adversaires irréductibles. C'est Adrien d'Épinay, qui traîne un boulet épouvantable, c'est-à-dire d'avoir réclamé cette fameuse indemnité pour les propriétaires d'esclaves, mais qui nous fait obtenir le droit d'avoir des journaux, d'être présent au conseil du gouverneur, qui est le début de notre parlementarisme, droit d'avoir nos banques, et comme ça, plusieurs privilèges que les Anglais nous ont encore accordés grâce à son combat, y compris une indemnité pécuniaire qui a été réinvestie dans l'industrie sucrière et qui est un peu à la base de toute la prospérité sucrière de notre 19e siècle. Ce même combat, Rémi Ollier va le faire sur le plan de la démocratie. Démocratie va réclamer des municipalités, et alors quand on voit ce que nos municipalités sont arrivées, c'est déjà pas la peine de la réclamer, Rémi Ollier, c'est ce qu'on a fait de nos municipalités. Hein. On peut les abolir demain, personne ne s'apercevra de leur disparition. Nous ne savons même pas qui est le maire de Port-Louis et de nos autres villes. C'est vous dire d'où nous sommes tombés. Alors, ça c'est Rémi Ollier. Nous sommes ici aujourd'hui, en 2022, et notre rôle sera de redécouvrir, grâce à l'INSEE Pointu, cette vie tumultueuse, audacieuse, prophétique, charismatique de Rémi Ollier et de nous situer dans le prolongement de son combat. Ça ne doit pas être une lecture passéiste, mais ça doit être une lecture qui nous interpelle et une lecture qui nous fait comprendre que, bon, c'est peut-être pour les personnes de ma génération, c'est un peu tard, mais notre ami est là, qui va nous dire que c'est surtout aux jeunes qu'il va appartenir de prolonger ce combat. Je crois que M. Finlay-Salès en a un peu marre de ce que je suis en train de lui dire. Donc, avec plaisir, je lui rends la parole. Merci, Yvan. Vous verrez que Yvan ne cessera
jamais de m'étonner par son érudition. Il pourrait, par exemple, ce soir même, commencer à parler de Maurice Patureau, dont le livre sera lancé très bientôt. C'est-à-dire, c'est une bibliothèque ambulante, ce qui explique un peu son embonpoint, parce que il accumule beaucoup de choses. C'est le poids du savoir. Merci Yvan pour c'est un brillant exposé, et je suppose qu'on a tous appris quelque chose. Mais par rapport à Adrien d'Épinay, il est évident que on est frileux à chaque fois qu'on parle d'Adrien d'Épinay, qui était à la tête du CNR à un certain moment, etc. Mais Rémi Ollier lui-même a défendu, selon le livre de l'INSEE, a défendu Adrien d'Épinay et reproché au CNR de l'époque de n'avoir pas récompensé Adrien d'Épinay à sa juste valeur. C'est assez incroyable de la part de Rémi Ollier, le défenseur de la communauté dite créole à l'époque, allant à la rescousse d'Adrien d'Épinay. Mais comme Yvan l'a si bien souligné, pour Rémi Ollier, c'était les valeurs universelles, les droits de l'homme, etc., l'égalité, comme il défendra aussi les travailleurs engagés en soulignant les conditions déplorables dans lesquelles ces travailleurs ont vécu. Sans plus tarder, on passe la parole à Gillian Geneviève, qui est l'arrière-petit-fils donc du Fokir qui a parlé de Rémi Ollier à l'époque, mais aussi pour avoir un regard jeune par rapport à tous ces cheveux gris et blancs ici. Moi, j'ai pas de problème de ce côté-là. J'ai oublié de vous dire que je tiens rigueur à Finlay-Salès d'être passé à plusieurs reprises devant la statue de Rémi Ollier au Jardin de la Compagnie, parce que cette statue a un côté James Dean qui aurait dû quand même être plus parlante pour un cinéphile de sa trempe. Oui, c'est vrai. Impardonnable. De loin, Rémi Ollier, la plus belle statue. C'est vrai, c'est vrai. Mais à l'époque, on avait 18 ans, on ne connaissait pas James Dean. La fureur de vivre, on l'a appris à l'université, forcément. Hein? Le géant avec Rockinson, on l'a appris après. Bon, là, je ne vais pas faire montre de ma grande culture cinématographique. On passe tout de suite à Gillian Geneviève, que je vous demande d'applaudir. Bonsoir. Chers amis, chers invités, je n'ai pu m'empêcher d'esquisser un sourire, un brin ému, quand Finlay m'a appelé pour me demander de dire quelques mots à propos de Rémi Ollier. Pourquoi ? Parce qu'il y a 105 ans, en 1917, un jeune journaliste et écrivain de 30 ans, rédacteur en chef du Mauritius Indian Times, fasciné par le verbe, le cheminement intellectuel et les combats et la force de conviction de Rémi Ollier, allait publier une des premières biographies consacrées à cet homme hors norme. Ce jeune homme, ce jeune écrivain, ce jeune intellectuel passionné par l'histoire de son pays et par la politique, s'appelait Albert Francis Fokir. Comme l'a rappelé Finlay, c'était mon arrière-grand-père. Comme quoi, le temps et le hasard font que Rémi Ollier n'est jamais tout à fait loin des préoccupations des membres de la famille. Je fus moi-même introduit à son histoire par le biais de mon père, pour qui Rémi Ollier était un de nos plus éminents fils du sol. Cet homme a toujours exercé une certaine fascination chez les intellectuels. C'était le cas en 1917, c'était le cas de son temps dans les années 1840, et c'est le cas aujourd'hui, comme le démontre ce lancement ce soir, un peu moins de 2 siècles après sa disparition. Je me suis posé, à partir de là, la question de la pertinence de connaître cet homme aujourd'hui, pour le Mauricien lambda. Pour la plupart des habitants de cette île, Rémi Ollier, c'est juste le nom d'une rue, à Port-Louis ou à Quatre-Bornes. On ne va généralement pas plus loin que cela. Cela est non seulement injuste envers ce qu'il fut et ce qu'il a apporté à notre histoire commune et à notre pays,
Mais il serait aussi possible de dire que cela est tragique pour la conscience collective des Mauriciens et une certaine vision du destin national. Cet homme, de par ses actions, de par son tempérament et ses qualités, de par sa vision, son énergie et ses convictions, cet homme a encore beaucoup à apprendre à nos contemporains, aussi bien aux intellectuels qu'aux politiques, aussi bien à l'homme de la rue qu'aux décideurs économiques, aussi bien aux plus âgés d'entre nous qu'aux plus jeunes. Je suis enseignant et je perçois souvent le désarroi de mes élèves au quotidien, en fait. Il y a à peine 2 jours, ici même, au NSI, 2 jeunes auteurs, invités par Shenaz Patel à partager la scène avec elle, nous confiaient leurs angoisses, leur tristesse, leur pessimisme face aux réalités cruelles et violentes du monde contemporain. En tant qu'enseignant qui côtoie la jeunesse de cette île au quotidien, je peux témoigner de ce manque d'espérance, de la peur qui les tenaille, mais également, oui, de leur désarroi, d'être en manque de modèles forts, de héros nationaux, de figures tutélaires à qui se référer et qui sauraient leur inspirer la démarche à suivre, la vision à avoir pour notre pays, les valeurs et les convictions à défendre, la posture à adopter en tant que citoyen, ainsi que le sens du travail et le sens du sacrifice à avoir. Ce modèle de vertu politique, ce parangon de l'engagement pourtant existe. Et aux plus jeunes d'entre nous comme aux plus âgés, cet homme prodigieux mort à 28 ans, Rémi Ollier, aurait encore des choses essentielles à transmettre. Nous vivons une drôle d'époque. Nos plus brillants jeunes hommes et jeunes femmes migrent vers d'autres horizons. Nos jeunes sont dans le désarroi et sont en quête de raison et de sens pour continuer à vivre dans ce pays. On vit désormais dans la peur de la persécution politique et, tétanisé par une actualité et des faits divers qui donnent froid dans le dos, on s'autocensure et on se mue dans le silence, laissant libre cours à des dérives autoritaires inadmissibles dans un pays démocratique où la liberté est pourtant inscrite dans le marbre constitutionnel. Alors que le 15 septembre, on a célébré la Journée internationale de la démocratie, il est possible de constater le repli des démocraties et la conversion accélérée de nombreuses démocraties nominales en autocratie. Ce constat, c'est celui de VEDEM, un groupe de recherche basé à Göteborg, en Suède. Ce qui est tragique et honteux, c'est que le score attribué par VEDEM à Maurice ne cesse de se dégrader depuis une dizaine d'années. Reporters sans frontières a fait le même constat concernant le recul de la démocratie à Maurice. Et cela s'ajoute au rapport publié hier par l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale, IDEA International. Le rapport souligne que Maurice fait partie des 7 pays, sur 173 pays couverts, ayant enregistré le plus important recul démocratique au monde en 2022. Cela est aussi inquiétant que consternant, mais ce sont aussi des faits malgré le déni de nos décideurs. Quand la population avoue avoir peur du gouvernement, c'est une indication claire que les choses ne vont pas bien. Ainsi, la culture qui se développe à Maurice est la suivante. Restez discret, postez les commentaires sous le couvert de pseudonymes ou soyez persécutés. Nous avons l'apparence de la liberté. Dans les faits, on pratique de plus en plus l'autocensure et on a peur. Et là, on aurait des choses à apprendre de Rémi Ollier, dans le fond comme dans la forme de l'engagement. Le drame, il l'a connu très tôt. Pour citer Marcel Cabon à son propos, le drame, dès le berceau, sera son héritage. Fin de citation. Il mourra aussi très jeune, et cela dans la misère. La vie, à quelques exceptions près, lui aura fait peu de cadeaux. Cela ne l'a pourtant pas empêché de se transcender, d'aller au-delà d'un déterminisme social défavorable pour entrer de plein pied dans l'histoire et en changer le cours. Il est le symbole même du refus d'être condamné à une destinée par la couleur de la peau de la classe sociale. Sachant défendre ses idées sans jamais les compromettre, il sait reconnaître et respecter celles des autres, même les idées de ses adversaires politiques. Quand on voit le cirque qui est devenu notre Parlement, quand on voit à quel point le sens de la justice, de la partialité, du respect du débat est nié dans son essence même, quand on voit à quel point le respect de la démocratie parlementaire est bafoué dans un silence assourdissant de la part de certains politiques,
grand défenseur du droit à la parole et du débat d'idées dans un autre temps, il est possible de penser que de par son intégrité, de par son sens de la justice, par son humilité, son sens de l'honneur et son fair-play, Rémi Ollier ferait pâlir de honte nos hommes et nos femmes politiques et leur donnerait des leçons d'un certain savoir-faire, d'un certain savoir-vivre politique. Il s'attaquait aux principes et jamais aux personnes. De nos jours, les coups sous la ceinture au sein de notre auguste assemblée sont choses courantes, suscitant dégoût et désespoir chez nos jeunes assistant, malgré eux, à un spectacle lamentable. Sa conscience politique, il la puise dans le puits du réel, en se confrontant aussi bien à ses propres difficultés matérielles et existentielles qu'en observant avec attention la réalité souvent tragique et douloureuse de ses contemporains. Il n'hésite pas à parcourir le pays à pied pour aller à la rencontre des gens, des plus humbles surtout, afin de se mettre à leur écoute pour mieux cerner la nature de leurs souffrances et des injustices qu'ils subissent. Ce sens de l'écoute et de l'observation manque cruellement à nos politiques contemporains. Je suppose que les pare-brises blindées des BMW ou les voyages à Dubaï ne favorisent pas la proximité et l'écoute. Mais malheureusement, également, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Très tôt, Rémi Ollier comprendra la signification du service aux autres et toute sa vie, il résistera et se battra avec énergie pour le bien commun. Il sera la conscience de sa race, et cela au sens large, car très vite, il mettra en avant l'idée qu'il est nécessaire d'appeler tous les Mauriciens à une intelligente unité, unité sans laquelle l'ordre disparaît pour faire place au bouleversement. Il avait déjà compris que le compartimentage ethnique ou social ne favoriserait pas le progrès du pays et qu'il s'agissait donc de construire des ponts et des passerelles entre tous les Mauriciens pour s'en sortir ensemble ou éviter de sombrer ensemble. Sur cette petite île, face aux contingences et aux épreuves qui traversent et qui traverseront notre histoire, la destinée est et sera commune et on aura besoin de tout le monde. Il l'écrit d'ailleurs, nous ne négligerons rien. Pour le progrès social de notre population, nous soutiendrons ses droits avec indépendance, énergie et sans préjugés. Nous disons sans préjugés parce que nous ne concevrons jamais et nous n'avons jamais conçu que notre dû être restreinte à la défense des nôtres seulement, que nous dussions voir l'homme de couleur et rien que l'homme de couleur, ce qui serait aussi mesquin qu'affreux. Pour Rémi Ollier, pour citer Lindsay Pointu, un homme est égal à tout autre homme, qu'il soit noir, blanc, rouge, brun ou jaune. Pour lui, tous les hommes sont frères. Et pour que le pays progresse, il faut privilégier le mérite d'où qu'il vienne. Une nouvelle fois, du passé, Rémi Ollier pourrait être un phare, un exemple pour nos décideurs, quand nous sommes ici, dans ce pays où règne la logique du nomadisme et des tchatpois, à des années-lumière de la méritocratie, de l'égalité et de la fraternité. Pour autant, il ne s'agit pas de désespérer. Rémi Ollier nous apporte la preuve qu'en peu de temps, il ne faut pas oublier qu'il est mort à 28 ans, avec peu de moyens, mais avec la force de conviction nécessaire, le courage, les idées, le bon sens et le refus de l'entêtement et de la mauvaise foi, on peut changer le cours de l'histoire et s'y inscrire à jamais. En très peu de temps, il arrivera à participer par la force du verbe et des idées à des réformes qui changeront le paysage politique et institutionnel du pays. Il encouragera, entre autres, la création d'une municipalité à Port-Louis, convaincu de la pertinence de la décentralisation et d'une certaine indépendance des régions. À ce propos, il serait sans doute surpris que cela fait plus de 7 ans que les habitants des villes n'ont pas eu la possibilité de voter pour les municipalités. Démocratie, dites-vous. Cet homme mort dans la misère qui eut comme compagnon de route un cortège de drames et de chagrins, cet homme ayant peu de moyens, par le biais de ses mots et de ses convictions, par son intégrité morale et son courage intellectuel, par sa détermination sans faille, son désir inlassable de se mettre au service d'autrui et de servir son pays, par sa hauteur de vue, son sens de l'honneur et de la justice, par son respect des autres, y compris de ses adversaires, cet homme disparu à 28 ans, en s'appuyant sur un savoir issu des Lumières, en s'investissant à fond dans son apprentissage et dans l'éducation des autres, en se battant pour la liberté d'expression et la liberté de la presse, cet homme allait transformer le devenir social et historique de notre pays
et laissé un héritage et une vision pour l'île d'une richesse inouïe. Cet homme, par-delà les siècles, continue à nous parler. Son message reste essentiel, car intemporel et universel. Son message, son exemplarité font de lui un de ces immortels, ayant toute sa place dans le panthéon de nos grands hommes. Il faut donc lire les biographies consacrées à Rémi Ollier. Il faut lire l'ouvrage de l'INSEE Pointu, car il est urgent de permettre aux Mauriciens, surtout aux plus jeunes d'entre nous, de découvrir ou de redécouvrir Rémi Ollier. Et cela, pour cesser de se poser trop de questions, pour cesser d'avoir peur, pour agir, pour se réconcilier avec notre histoire, pour se réconcilier avec notre pays et son destin. Plus simplement, pour être pleinement mauricien et fier de l'être. Je vous remercie de votre attention. Enfin, Rémi Ollier n'allait pas tout le temps à pied, hein. Il avait un cheval qui s'appelait Pacifique, qui aidait un peu à construire sa légende, parce qu'à cheval, ça fait toujours penser à Robin des Bois, avec plein de flamboyance et de panache. C'est assez subtil de situer Rémi Ollier de cette manière-là. C'est-à-dire que si Rémi Ollier était vivant aujourd'hui, quelle aurait été sa réaction à l'évolution de la situation sociale et politique? Je crois que Julien a bien fait comprendre un peu cela. Sans plus tarder, on demande il faut savoir que c'est Pamplemousse Édition que Alain Gourdon-Gentil a créé, qui a édité le livre. Heureusement, parce que quand on voit le nombre de publications à l'actif de Pamplemousse Édition, si ça n'existe pas, il aurait fallu peut-être inventer, et Alain fait œuvre de propagation, non pas de livre, mais de la culture avec sa maison d'édition. Alain? Je ne serai pas long. Madame la vice-présidente de la République, toujours discrète, Madame Monique Ossam-Belpo, Monsieur le député, Mesdames, Messieurs, chers amis. C'est comme un signe de léthargie interrompue de vous voir aussi nombreux ce soir au lancement de ce livre consacré à Rémi Ollier et publié chez Pamplemousse Éditions. Ce livre parle d'un homme que l'oubli commode a placé au rang de personnage sulfureux dont il fallait presque parler en baissant la voix. Rémi Ollier nous laisse, en ce qui me concerne, multiples enseignements dont la plus pertinente, certains diraient même la plus subversive, consiste à dire, clamer et assumer qui l'on est, d'où l'on vient et où l'on choisit d'aller, sans s'occuper de cette terrible plaie de nos sociétés, celle du consensus mou, du politiquement correct. Je vais laisser à l'auteur le soin de vous parler de son personnage. Je voudrais, quant à moi, situer en toute simplicité la publication de ce livre dans le droit fil de ce que Pamplemousse Éditions essaye de réaliser depuis 8 ans. Notre désir en tant que maison d'édition est de nous situer, vous l'avez vu, au cœur de Maurice, au cœur d'un pays vibrant, quelquefois vibrant si fort qu'il lézarde ses propres murs. Comment être au cœur de Maurice, sinon en s'intéressant à son histoire? D'abord plus ancienne, ensuite plus contemporaine. Connaître un pays, c'est connaître sa vie trépidante, bien sûr, mais aussi connaître les hommes et les femmes qui, à leur manière, ont façonné sa vie. Ainsi, il y a 8 ans, nous avons publié l'histoire de Maurice d'Evenant-Ritier, qui avait complètement disparu des librairies, et plus récemment, Redevenir l'Île-de-France, la formidable histoire du combat pour la rétrocession de Maurice sous la plus brillante de l'île des rivières,
Un épisode de notre histoire sur lequel peu d'écrivains s'étaient penchés. Et à en juger par le succès du livre, les Mauriciens avaient soif de connaître cette partie de notre histoire. Mais l'histoire contemporaine, c'est aussi celle des Mauriciens qui, par leur courage et leur vision, contribuent à construire le pays. Et dans ce contexte, les biographies sont aussi, à leur manière, des pièces d'histoire immédiate. Écoutez Michel Lespéville parler de sa foi inébranlable pour son pays et de l'immense énergie qu'il a mis à construire en partant de zéro un groupe qui emploie aujourd'hui plus de 4000 personnes, ou encore écoutez Gérard Sullivan parler de ses 50 ans aux prises avec les réalités religieuses, sociales, artistiques et de son désir de bousculer les vies. Il y a quelques mois à peine, une jeune fille, Valentine Lenoir, publiait chez nous son livre « Abusé et après ». Un livre qui a connu un retentissant succès. Un livre fait de courage, de clairvoyance, qui a suscité émotion et surtout espoir chez de nombreux adolescents qui ont connu ces chemins tellement chaotiques qu'ils installent le silence d'abord avant de connaître le terrible et douloureux réveil. Parler de tout ça, c'est aussi parler au cœur de notre pays. Rémi Ollier de l'INSEE Pointu, que nous lançons ce soir, est la 30e publication de Pamplemousse Éditions. Et je dois lui dire à quel point je suis fier d'éditer ce livre. Et si je peux vous promettre une chose, c'est que, comme Rémi Ollier, à Pamplemousse Éditions, nous n'oublierons pas qui nous sommes et le chemin que nous avons choisi d'emprunter. 2023, je peux déjà vous le dire, verra d'autres livres qui parleront de ce que nous sommes sans jamais baisser la voix. Merci. Ce qui est une noble mission pour une maison d'édition qui a choisi une posture pour être au cœur de notre pays. Sans plus tarder, vous devinez mon émotion ce soir de céder la parole à l'INSEE. Il n'a jamais été un homme de parole dans le sens tribun. D'ailleurs, il bégaye souvent, sauf au théâtre, bien évidemment. On a en mémoire la fameuse tirade de Harpagon de Molière, seul sur scène, pendant au moins, cette tirade dure au moins 5-6 minutes, et sans bégayer. Ça a été un exploit. D'ailleurs, on lui reconnaît son talent de comédien, justement, à partir de sa prestation de Harpagon dans la Var. Ce n'est que bien des années plus tard que Louis de Funès est venu lui faire de l'ombre dans le même registre. Sans plus tarder, l'INSEE, que je vous demande d'applaudir, mais chaleureusement. Merci. Distingués invités et chers amis, bonsoir. Je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre présence qui nous fait vraiment chaud au cœur. Mais je dois dire qu'en tant qu'auteur, je pensais avoir un traitement beaucoup plus favorable parce que vous aurez remarqué que c'est pas facile de prendre la parole après Yvan, Gillian, Alain et Finlay. Je remercie le ciel qu'on n'ait rien demandé à Jean-Claude de Lestrac, parce que là, j'aurais été achevé. Rémi Ollier est né mulâtre, et le drame, dès le berceau, sera son héritage. Ainsi s'est exprimé Marcel Cabon au tout début de sa biographie de Rémi Ollier. En effet, la courte vie de Rémi Ollier, 29 ans de 1816 à 1845, a été parsemée de drames
et de combat. Des combats menés avec âpreté, sans concession, mais toujours dans le strict respect de l'adversaire. Le principe qui sous-tendait son action était celui de l'égalité parmi les hommes, une notion que lui avait inculquée l'abbé Roch à son adolescence, il avait autour de 14 ans, et renforcée par la doctrine d'égalité entre les hommes que prêchait la religion catholique, envers laquelle il resta fidèle jusqu'à son dernier souffle. Cela étant dit, et tenant en compte la physionomie de la société d'alors, il devient évident que le cœur de cible de son combat ne pouvait être que cette oligarchie blanche qui refusait aux hommes de couleur toute forme d'égalité de reconnaissance et de traitement. Conscient que de nombreux membres de la population de couleur pouvaient prétendre être aussi intelligents et éduqués que les Blancs, ils vivaient comme une injustice que l'on puisse leur refuser un traitement égal, et il restera intraitable sur cette question tout le long de son engagement. Il a été décrit comme l'homme aux 1000 combats, une remarque qui lui sied à merveille, tant il était interpellé et s'impliquait là où il trouvait une injustice. On peut facilement interpréter sa défense de la population de couleur, dont il ne se cachait pas, comme un mouvement sectaire vis-à-vis des autres composantes de la communauté de la colonie, les Blancs, les engagés qui venaient de l'Inde et les esclaves nouvellement affranchis. Mais ce serait passé à côté de ce que fut Rémi Ollier. Il n'en voulait pas à l'ensemble de la communauté blanche, mais seulement à un groupe qu'il appelait la coterie, qui gravitait autour du gouverneur, influençait ses décisions, tout en lui fournissant de fausses informations sur la fidélité de la population de couleur envers la couronne britannique. Ce qui n'est pas sans nous rappeler quelques officines contemporaines que je ne nommerai pas. Ce que Rémi Ollier voulait, c'était que les membres de la population de couleur soient traités sur un pied d'égalité avec la population blanche. Il ne voulait rien enlever aux privilèges dont jouissait cette population pour les redistribuer aux autres. Son objectif n'était pas la politique de « ôte-toi de là que je m'y mette », comme il le disait lui-même. Et il n'arrêtait pas de rassurer cette population blanche que la loi du nombre que représentait la population de couleur alliée à celle des affranchis ne serait nullement utilisée contre eux. Rémi Ollier a aussi exprimé des réserves sur l'arrivée massive d'engagés de l'Inde, et cela aussi risque d'être mal interprété. Ce qu'il disait en fait, c'est que la demande de main-d'œuvre pouvait être palliée en employant les esclaves nouvellement affranchis et en faisant venir des engagés des pays africains qui nous avaient déjà fournis en esclaves. Il redoutait aussi que la multiplication de ressortissants de différents pays d'origine poserait problème à l'avenir. Sur cette question, il s'est carrément trompé quand nous considérons ce que, par exemple, l'immigration indienne a contribué au pays. Il stipulait aussi que les immigrants indiens déjà établis au pays, devaient être traités comme des citoyens de plein droit. Et il exprima sa colère et son indignation quand, lors d'une visite à l'hôpital de la Grande Rivière, il découvrit des Indiens qui mouraient, je cite, entourés d'un simple cameli sur la bande de tôle d'un lit de fer où il n'y a même pas une paillasse. Et il s'écria avec indignation, « Ah, ce sont des Malabars et des Noirs, vaine engeance dont la vie est si peu de choses. » Fin de citation. Il s'éleva aussi contre la fâcheuse habitude des soldats anglais de jeter du pain des fenêtres de la caserne à la rue Jamap vers les Indiens affamés qui étaient dans la rue. On peut aussi reprocher à Rémi Ollier son indifférence envers les affranchis. Il ne mènera pas de campagne au bénéfice des esclaves et des apprentis, étant conscient que cette population allait éventuellement bénéficier de tout ce que la population de couleur aurait acquis en droit. À mettre leur destinée dans les mains de la population de couleur,
les affranchis seront toutefois les victimes collatérales de l'apathie des gens de couleur, quand ces derniers vont ignorer les implications de l'ordonnance 50 de 1829 qui leur accordait l'émancipation. Les affranchis devront attendre l'arrivée de Rémi Ollier en 1843 pour commencer à bénéficier de droits qui leur avaient été accordés en 1829. La coterie, elle, était naturellement contre toute forme d'émancipation de la population de couleur, pensant peut-être avec raison qu'une population maintenue dans l'ignorance était plus facile à influencer. Elle ne fit donc rien pour éclairer la population de couleur sur ces nouveaux droits consentis par les Anglais. L'activité politique de Rémi Ollier, quoiqu'il ne fût pas politicien, ne pouvait s'exercer que durant une période où il était à la tête de la Sentinelle. De la date de parution du journal, le samedi 8 avril 1843, jusqu'au décès de Rémi en 1845. Une courte période de seulement 2 ans pour combattre une multitude de préjugés profondément ancrés dans la société et que les pouvoirs en place allaient défendre bec et ongles. Rémi Ollier était un autodidacte qui n'avait jamais quitté le pays que pour aller en Inde en 2 occasions, en 1841, acheter de quoi alimenter les 2 magasins qu'il possédait avec 2 autres partenaires. Il n'a pas fait d'études à l'étranger, mais il était convaincu que l'éducation seule pouvait permettre à un homme de couleur de prétendre à une position au-dessus de celle qui lui était prédestinée à la naissance. Donc, en sus de s'armer lui-même de connaissances acquises par la lecture, il s'est investi à fond dans l'enseignement avant de passer au journalisme. Il a essayé avec son épouse de créer des écoles pour l'enseignement des enfants de couleur, mais sans succès, et il dut les fermer quand elle ne pouvait assurer le maintien de sa famille. À ses yeux, aucun outil ne vaudra jamais plus que les livres, mais son pragmatisme lui enseignait en même temps que le livre, au contraire de l'outil, ne saurait faire vivre son homme. Quand il dut accepter d'être apprenti bourrelier à la mort de son père, il travaillera avec un livre ouvert à côté de l'ouvrage, ce qui ne manquera pas de profondément déplaire à son patron. Et assurément, il ne fit pas long feu comme apprenti. En résumé, le parcours de Rémi Ollier reste un exemple à suivre, prouvant que l'on peut effectivement se débarrasser des chaînes qui nous entravent à la naissance, à condition que l'on soit animé par de nobles principes. N'ayant vécu que 29 ans, dont 2 seulement à la Sentinelle de Maurice, on pourrait penser que Rémi Ollier n'aura laissé qu'un mince héritage. Mais ce ne fut pas le cas. La Gazette des îles et de la mer des Indes, beau titre, hein, Gazette des îles et de la mer des Indes, que nous devons à Yvan Martial, publia dans son numéro sur Rémi Ollier en 1986, pour marquer le 170e anniversaire de sa naissance, un résumé de ce que le pays devait à Rémi Ollier. Cette liste contient pas moins de 22 rubriques, couvrant toute une gamme de sujets différents, ce qui constitue déjà un record à battre. En guise de conclusion, je vois des sourires, je vais déborder sur le cadre du livre pour partager avec vous 2 réflexions personnelles. Premièrement, quand j'ai demandé à la Librairie nationale l'accès aux journées de l'époque, j'ai eu comme réponse que ce n'était pas possible parce que les pages sont dans un état tellement lamentable que toute consultation provoquerait de nouvelles dégradations irréversibles. Donc, je me demande ce que l'on pourrait faire en s'appuyant sur les nouvelles technologies pour assurer la sauvegarde de cette importante tranche de notre histoire. Deuxièmement, je pense que Rémi Ollier mériterait bien la création d'un prix à son nom. Ce serait une excellente façon de pérenniser sa mémoire pour les générations futures. Alors, rêvons déjà au prix Rémi Ollier. Ces 2 actions pourraient être menées par un successeur éventuel du défunt cercle Rémi Ollier, mais sous une nouvelle appellation qui serait mieux en harmonie avec les valeurs de notre société contemporaine.
nous arrivons au temps des remerciements. Vous aurez deviné à qui je dois mentionner, et vous avez raison, ce sont mes deux amis, Alain Gordon-Gentil et Finlay Salès, qui m'ont accompagné tout au long de l'écriture avec moult conseils et suggestions partagés avec générosité. Merci Finlay et merci Alain. À vous, distingués amis et invités, je vous souhaite une excellente soirée et j'espère que vous aurez autant de plaisir que moi à suivre l'aventure Rémi Ollier. Mais j'ai un petit truc encore à ajouter. Il y a 2 ans, au lancement de mon premier livre, j'avais remercié en public mon épouse de 51 ans à l'époque pour m'avoir libéré de toute responsabilité domestique, afin que je puisse me concentrer sur l'écriture. Une première extension fut accordée, merci Claudette. Je n'ose demander une nouvelle extension pour ne pas créer de problème. Dernière chose, je voulais vous signaler que nous devons féliciter Finlay et son épouse Charine, qui fête aujourd'hui, je crois, 34 ans de mariage, mais 39 ans de vie commune. Dieu sait ce qu'il faisait avant la vie commune. Une dernière note, j'arrive toujours avec des dernières notes. C'est intéressant de remarquer que notre ami Finlay jouit, enfin, il voit ça comme un privilège extraordinaire, c'est qu'il soit né le 6 octobre, date de naissance de Rémi Ollier. Il n'a aucun mérite, mais c'est comme ça. Merci. Je ne vais pas demander un droit à la parole, un droit de réponse, forcément. Je me réjouis, si vous voulez, qu'on se soit retrouvés à plus de 50 cet après-midi pour partager ce livre que d'abord tout politicien doit lire. Il est impensable qu'un politicien ne lise pas Rémi Ollier. Je ne fais pas l'injure à ceux qui sont présents de faire le nécessaire si cela n'a pas été fait jusqu'à maintenant. Nous allons procéder au... Alors moi, je n'ai pas dans mon adresse, je n'ai pas dit Madame la vice-présidente de la République parce que Monique est arrivée à la dernière minute. Je n'ai pas, avec ma vue défaillante, je ne l'ai pas vue arriver. Donc, je répare cette entorse au protocole en disant Madame la vice-présidente de la République, on vous souhaite la bienvenue et au revoir aussi.